Peut-on d'ores et déjà prévoir l'impact de cette triste guerre entre l'Ukraine et la Russie sur le Bitcoin et les crypto-monnaies? C'est de cela que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Il est important qu'on parle un peu des bonnes et des mauvaises choses que permettent les crypto-monnaies dans ce nouveau monde, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, qui depuis quelques jours voit la Russie et l'Ukraine face à de grandes difficultés. Alors il y a plusieurs choses intéressantes que je voulais partager avec vous et qu'on essaie de voir un petit peu quelles sont les perspectives et est-ce que on peut prédire ou pas l'avenir. En tout cas, j'ai trouvé quelques points très intéressants, je voulais les partager avec vous. Alors premier point aujourd'hui que je voulais partager avec vous, c'est que on peut voir que le monde des crypto-monnaies permet beaucoup de choses au niveau humanitaire. Ça a été assez fou, on est déjà à plus de 20 millions de dollars américains transférés via Bitcoin et Ethereum au fonds de soutien pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens. Donc il y a une organisation non gouvernementale qui s'est créée spécifiquement pour aider les Ukrainiens. Alors on ne va pas rentrer dans un débat là politique, pour ou contre, avec, etc. C'est pas du tout la question. En tout cas j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement on voit bien que cet argent, ça aurait été très compliqué de l'envoyer autrement. Ça a simplifié les choses. Il y a eu une adresse Bitcoin, une adresse Ethereum, et en quelques secondes, n'importe qui, depuis n'importe où dans le monde, a pu transférer une portion de Bitcoin ou d'Ethereum directement sur ce compte pour pouvoir intervenir. Alors on a vu aussi, il y a une autre information qui était intéressante, c'est que déjà près de 10 millions de ces 20 millions ont été utilisés pour pouvoir aider les populations sur place. Donc ça c'est un point qui est très intéressant je trouve parce que ça montre à quel point on peut maintenant plus facilement grâce aux crypto-monnaies créer des systèmes associatifs, créer des systèmes de soutien aux populations et éviter toutes les problématiques qu'on avait jusqu'à présent. Là ça aurait pu, si jamais, je dis n'importe quoi, mais s'il y avait eu un problème vraiment bancaire à ce moment-là sur l'Ukraine, ce qui n'est pas forcément le cas même s'ils ont eu quelques problématiques, les cryptos auraient permis quand même d'envoyer les fonds. Donc ça c'est vraiment un point qui est crucial et que les gouvernements commencent à comprendre, que le monde commence à comprendre, c'est qu'on est dans un monde où justement les crypto-monnaies permettent des choses que le système bancaire traditionnel ne permet pas ou permet mal. Et ça j'ai trouvé ça génial et on a vu donc un grand mouvement de solidarité très intéressant se créer autour de cette cause et de cette situation. Donc ça c'était le premier point un peu que je voulais montrer avec vous. On voit bien que voilà, s'il y a des problématiques vraiment bancaires, des pays, des organisations peuvent quand même réclamer et obtenir rapidement des fonds via les crypto-monnaies. Nous, on le savait déjà, mais le monde est en train de le découvrir. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais vraiment le partager avec vous parce que lever 20 millions de dollars comme ça en si peu de temps, avec juste deux adresses, une Bitcoin et une Ethereum, je trouve ça assez génial. Donc c'était le point, donc on est à plus de 20 millions, et je pense que les fonds vont continuer de venir, bien entendu, du monde entier. J'ai trouvé ça très intéressant, mais ça veut dire aussi d'autres choses, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de choses aussi importantes, on le sait, différents États dans le monde ont décidé d'imposer des sanctions, de graves sanctions envers la Russie par rapport à cette invasion de l'Ukraine, en tout cas ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Et donc évidemment ça pose un gros problème à l'économie russe puisque même si elle a de nouveaux alliés comme la Chine, comme d'autres, qui sont encore en discussion avancée avec eux, ça pose de véritables problèmes financiers parce que la Russie exporte également et importe des produits d'autres pays. Et donc la situation aujourd'hui fait dire que vu que les États européens, les États de l'OTAN ont décidé de vraiment mettre de côté la Russie en leur empêchant d'accéder au système SWIFT. Donc le système SWIFT, c'est un système de paiement qui connecte les banques entre elles à travers le monde. Et sans ce système-là, effectivement, la Russie est vraiment isolée maintenant. Ça lui pose un véritable problème. Et donc on peut se dire que la solution pour eux, ce serait également les crypto-monnaies. Ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'Ukraine, pour lever des fonds au niveau associatif, au niveau aide de guerre, ça pourrait également être utilisé par la Russie pour pouvoir
limiter en tout cas l'impact des sanctions internationales et pour pouvoir continuer à faire du business avec les pays avec lesquels ils veulent en faire d'une manière différente, en passant, en payant ou en étant payé via des crypto-monnaies. Et donc bien sûr, l'Union européenne et l'OTAN a bien compris cette problématique-là, ils sont en train de discuter. Alors là, c'est intéressant de voir que le but de l'OTAN, c'est vraiment d'asphyxier l'économie russe pour les faire revenir d'après eux dans le droit chemin. Après, encore une fois, on ne prendra pas de position spécifique ici, chacun verra midi à sa porte. Mais c'est intéressant de voir que, oui, c'est ce qu'ils veulent faire, et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place, effectivement, en bloquant l'économie russe du système SWIFT, en mettant en place de nouvelles sanctions toujours plus importantes. Ils veulent vraiment forcer la main sans avoir besoin de sortir les armes, entre guillemets, pour que Vladimir Poutine change et arrête peut-être ce qu'il est en train de mettre en place actuellement. Mais la question c'est, est-ce que la Russie peut se tourner directement vers les cryptos? Alors, par exemple, et l'exemple est très intéressant ici, il serait compliqué pour la Russie de vraiment passer entièrement sur les cryptos. Il y a un manque de liquidité qui est évident. Aujourd'hui, le besoin de liquidité russe global est supérieur à toutes les crypto-monnaies combinées. Donc ce serait complètement impossible aujourd'hui de passer à 100% dès aujourd'hui ou dès demain en crypto. Par contre, il pourrait effectivement utiliser les crypto-monnaies pour pouvoir continuer à interagir avec des pays, avec des particuliers, avec des entreprises, etc. Donc la question qui va être importante dans les prochaines semaines, c'est de voir s'ils le font. On sait, et on en avait parlé avant l'invasion, avant la problématique ukrainienne, on avait parlé du fait que la Russie avait vraiment développé sa partie minage de Bitcoin notamment, avait développé et avait validé le fait que les crypto-monnaies devenaient une monnaie utilisable et légale sur le sol. Donc il y avait des premières choses qui montraient que la Russie voulait vraiment s'intéresser à cette situation-là et mettre en place des choses. Donc ce qui va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines, c'est est-ce que la Russie le fait? Si oui, comment? Moi je pense que oui, elle va utiliser les crypto-monnaies d'une manière ou d'une autre, elle n'aura pas le choix, sauf si le conflit finalement s'arrête beaucoup plus tôt que prévu et que soit la Russie abandonne, soit ils décident de revenir en arrière, soit ils acceptent de négocier, parce que là on a vu qu'il y a des négociations qui sont en cours et qui viennent de commencer. Donc ça va être intéressant à suivre. En tout cas, l'impact sur les cryptos, pour moi, va être intéressant parce que, oui, d'un côté, on veut vouloir interdire, mais justement, les gouvernements se rendent compte que interdire aujourd'hui les crypto-monnaies, c'est quasiment impossible. Ils peuvent essayer de réguler, ils peuvent mettre en place des choses, mais c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pour ça aussi que les cryptos ont un énorme avantage, et vous le savez, c'est que on peut les réguler, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et c'est ce qui fait qu'elles ont une forme de liberté aussi qui est importante et que nous aimons tous. Alors il y a un autre point intéressant que je voulais voir avec vous, c'est qu'on a vu aussi qu'il y a eu un rush des Ukrainiens qui ont commencé à faire de la crypto-monnaie parce qu'il y a eu des problématiques liées à leur monnaie, évidemment, depuis le lancement de la guerre. Donc on a vu sur l'échange crypto Kuna, qui est un échange sur place qui est très utilisé, il y a eu une augmentation de 220% des transactions. Donc vraiment, alors ça vient d'un problème évident, c'est que la banque centrale ukrainienne a suspendu les transferts en monnaie numérique. Donc évidemment, les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir plus facilement transférer de l'argent? Ils sont passés par les crypto-monnaies, tout simplement. Qu'encore une fois, on voit l'intérêt des cryptos pour de vrai, on voit l'intérêt sur le marché, quand il y a vraiment des gros problèmes qui se passent, les cryptos sont là pour apporter une solution alternative. Et alors depuis, ça s'est un petit peu calmé parce que les choses se sont tassées au niveau bancaire en Ukraine, mais on a vu que quand quelque chose de grave se passait, tout de suite les gens ont ce réflexe ou cette obligation, parce que ça dépend évidemment du cas, de trouver une alternative, et l'alternative crypto est une très bonne alternative qui est utilisée par beaucoup de gens, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc voir comment ça va durer dans le temps, mais en tout cas, encore une fois, on voit bien que quand il y a un problème majeur, quand il y a une grave crise, les cryptos sont utilisés d'une manière ou d'une autre par les populations, et plus que d'habitude. Alors justement, donc les plans russes seraient d'utiliser les crypto-monnaies pour pouvoir limiter les sanctions qu'ils subissent depuis l'invasion de l'Ukraine. Alors, la problématique est intéressante parce que d'un côté, vous avez effectivement donc les Russes qui vont vouloir trouver des alternatives pour pouvoir continuer de payer et d'être payés de leurs partenaires mondiaux. Et de l'autre, des pays de l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis et tous les alliés, entre guillemets, tous ceux qui sont contre Vladimir Poutine actuellement, qui vont essayer d'empêcher ça, qui vont essayer de trouver des solutions pour que
la Russie ne trouve pas une alternative comme celle-ci. Donc c'est très intéressant de voir que le but est vraiment de... Les pays de l'OTAN, etc. vont vouloir mettre en place des régulations qui sont pour l'instant quasiment impossibles à mettre en œuvre parce que, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué, c'est compliqué de mettre ça en œuvre. Il y a une certaine liberté sur les cryptos qu'il n'y a pas sur le système bancaire traditionnel. Donc en fait, c'est un vrai jeu d'équilibre entre il faut réguler, il faut contraindre, il faut poser des problèmes à la Russie, tout en n'impactant pas trop le marché global. Et donc c'est là que c'est très très intéressant de suivre ce qui va se passer. Alors d'ailleurs, ça c'est aussi intéressant, justement, ce qui se passe actuellement. L'Ukraine a demandé à certaines plateformes d'échange de geler les comptes russes, bélarusses également. Et donc il y a plusieurs entreprises qui ont répondu non, ils ne le feraient pas, ils ne sont pas d'accord, ils veulent absolument garder, d'après ces entreprises-là, Kraken et Binance pour ne pas les citer, les citoyens de ces pays-là n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer actuellement, on ne voit pas pourquoi, d'après eux, il faudrait geler les comptes. Alors d'ailleurs ça pose un problème, encore une fois, Jonathan a fait une vidéo la semaine dernière sur centralisation versus décentralisation. Le fait que vous ayez des comptes crypto-monnaies sur une plateforme centralisée fait qu'un jour, un gouvernement, si vraiment ils arrivent à imposer à une entreprise de faire un gel de vos comptes ou quelque chose, pourrait potentiellement le faire. Donc faites attention quand même à ça. Mais en tout cas aujourd'hui ce n'est pas le cas. Binance et Kraken résistent en expliquant que non, il n'est pas prévu de geler ces comptes, que ce serait contraire à leur fonctionnement, à leur façon de fonctionner. Ces gens-là n'ont rien fait de spécial ou de grave qui entraînerait un gel de leur compte. C'est pas juste parce que vous êtes russe ou bélarusse que vous êtes d'accord avec ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison, bien entendu. Alors c'est toujours compliqué pour ces entreprises-là parce qu'elles sont un peu entre deux, quoi. Elles ont d'un côté des gouvernements qui vont leur mettre la pression pour pouvoir faire des choses, et de l'autre, elles ont leurs clients qui sont les gens les plus importants pour eux. Donc ils sont toujours un petit peu entre deux, et c'est intéressant de suivre ce qui se passe justement par rapport à ça. Alors du coup, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie va impacter positivement, négativement, et dans quelles conditions ce qui se passe actuellement sur les cryptos? Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans le sujet. Alors bien sûr, quand il y a des problématiques globales comme ça, géopolitiques, des tensions, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une rétractation des marchés. On l'a vu, au moment où la guerre a été annoncée, les premiers jours, il y a eu des baisses un peu partout sur les cryptos, mais aussi sur les marchés traditionnels. C'est ce qu'on voit à chaque fois. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, et pas mal d'experts ont montré, c'est que souvent, c'est une chute qui est suivie par une nouvelle montée et une nouvelle mise en avant, quoi. Une mise en avant des marchés. Mira Kristanto, qui est assez connu dans le monde des cryptos, montre un peu différents graphiques que j'ai trouvé très intéressants. Et à part sur alors bien sûr, évidemment, il n'y a pas de boule de cristal encore une fois, mais c'est intéressant, statistiquement, on se rend compte que dans la plupart des cas, la plupart des grandes crises et des grandes guerres, il y a eu effectivement une chute importante au moment, on le voit bien, au moment des invasions, des problèmes qu'il y a pu y avoir sur ces théâtres de guerre. Et ensuite, à part pour la guerre d'Afghanistan, où on a vu quand même une continuité de chute, même si c'est remonté plus tard, là le graphique ne le montre pas, mais c'est remonté plus tard, sur tous les théâtres de guerre, on a vu une chute au moment et dans les premiers jours où l'invasion avait lieu, et ensuite une reprise en avant du marché, pas comme si de rien n'était, bien entendu, mais parce que y a une relance du marché, parce que le marché continue, parce que le marché ne s'arrête pas en fait suivant les guerres ou les graves problèmes qu'il peut y avoir. On l'avait vécu également avec le Covid, si vous vous rappelez bien, le 15-16 mars 2020, et ce qui s'est passé ensuite, une chute pendant un petit moment, et ensuite une reprise très très forte des marchés, et on pourrait être tout à fait sur la même chose, surtout avec tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire là actuellement, ce théâtre de guerre met en avant également et fait de la publicité entre guillemets pour les crypto-monnaies, puisque des deux côtés, que ce soit ukrainien ou russe, il y a une utilisation massive et plus importante qu'avant des crypto-monnaies pour différentes raisons. Les Russes pour essayer de limiter l'impact des sanctions, et les Ukrainiens pour récolter de l'argent notamment pour pouvoir se militariser et aider leur défense. Donc on voit bien que dans les deux cas, mise en avant des cryptos, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'utilité des cryptos grâce ou à cause malheureusement de ce type d'événements tragiques.
Alors il y a un autre point qui a été intéressant, qui a été remonté par Sentiment Trader. Dans les 40 années hein, qui ont suivi la création du S&P 500 futur, il y a eu 3 périodes, 3 fois seulement, où les marchés ont ouvert avec au moins un moins 2% minimum. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est arrivé 3 fois, donc le 24 juillet 2002, le 16 septembre 2008 et aujourd'hui. Et à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est qu'en moins de 6 mois derrière, il y a eu une réaugmentation de plus de 1% au-delà. Donc ça prouve bien, lui aussi, nous montre bien que les marchés financiers souffrent seulement momentanément de ce type de guerre ou de graves problèmes mondiaux. Et on pourrait rajouter également 2020, même si ils n'avaient pas débaissé à plus de 2%, je pense qu'on est quand même sur le même type de choses. Willy Woo, hein, qui est également un expert assez reconnu sur le Bitcoin, qui a expliqué que ce qui se passe en fait quand il y a une guerre ou qu'il y a vraiment un gros théâtre de guerre comme celui-ci, c'est qu'il y a 2 réponses de marché. Il y a la première réponse qui va être sur ce qu'on appelle les risk-off, c'est-à-dire les choses sans risque, hein, vraiment les valeurs refuges sans risque, donc l'or aujourd'hui. Donc il explique bien que dès le début d'une guerre comme celle-ci, les premiers marchés qui augmentent, ce sont les marchés risk-off, donc l'or, et on l'a bien vu, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, ce qui est intéressant dans sa réponse, c'est qu'il dit que ensuite, plus tard, c'est le second marché risk-on, donc c'est des valeurs refuges, mais qui sont un peu plus risquées, et pour lui, le Bitcoin. Et il dit, c'est maintenant qu'on va savoir justement, dans les prochaines semaines et les prochains mois, si le Bitcoin est bien une valeur refuge. Et là, ce qu'on est en train de voir, en tout cas, dans les premiers jours suivant ce lancement de la guerre, c'est que même s'il y a eu un impact, eh ben, le Bitcoin arrive à se maintenir quand même à des niveaux élevés. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, et je pense pour moi, si ça continue dans les prochaines semaines, ça prouvera bien qu'on est rentré dans une ère où Bitcoin est devenu une valeur refuge, et où les crypto-monnaies vont compter définitivement et ne vont plus jamais disparaître. Et ça, c'est évidemment la meilleure nouvelle pour nous tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. N'oubliez pas que vous pouvez également suivre notre formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le lien sous la vidéo. C'était Rémi et je vous dis à très vite.